Avons-nous déjà tout vu et entendu suite voilà une question qu'on peut être amené à se poser en cette fin de semaine, hein, puisque chaque jour est une vie peut en cacher une autre. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité au D12 de Pyramide FM. Nous sommes ensemble pour 1h30, 1h30 pour se poser des questions et pour tenter d'avoir des réponses à la vie dans ce rectangle nommé le Togo. Cette semaine, le Togo s'est de nouveau distingué. Le pays a célébré jeudi deux fêtes religieuses. Le Ramadan s'est allié à l'Ascension. Musulmans et chrétiens ont fêté et ont même prié par moments ensemble. Les dignitaires de l'Union musulmane étaient avec l'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Barika. Mais ce n'est pas lui la superstar des acteurs politiques depuis plus d'un an au Togo. C'est son dévancier, son aîné, Monseigneur Philippe Fanoko Pourodjoro. Il a réussi à éclipser les habituels leaders engagés pour la conquête du pouvoir de Lomé. Son nom trône désormais dans les milieux politiques puisque porté par un mouvement politique. Le symbole Podro s'est imposé, la DMK ou la dynamique Monseigneur Podro fait parler de lui de jour comme de nuit, en bien et en mal. Après la présidentielle de 2020, elle est entrée dans la contestation. Le prélat était à Lomé, puis à Accra, puis désormais en Suède. Qui en veut réellement à Monseigneur Podro? Par la voix du ministre Barara, on a appris, je cite, le Togo n'a strictement rien à voir avec sa situation. Il n'y a pas de procédure à l'encontre de Monseigneur Podro. S'il n'y en a pas eu, c'est qu'il n'y en aura pas. Fin de citation. Jeudi, au moment où les chrétiens célébraient la montée de Jésus vers son Père, des images ensanglantées de l'homme ont laissé pantois une bonne partie de l'opinion nationale. Elles ne seraient pas celles d'une agression, mais d'un accident. Mardi, les ambassadeurs occidentaux dénonçaient la manipulation de l'information. Ne plus publier de communiqués attribuant des déclarations non vérifiées à des membres du G5. Le G5, en écrivant à la DMK, s'est voulu condescendant selon de nombreux observateurs. Les diplomates ont exhorté la coalition des partis autour de l'ancien Premier ministre à prendre part aux discussions engagées à la CENAP. La concertation nationale entre acteurs politiques ne peut pas régler le problème togolais, s'est indignée la coordinatrice de la dynamique. On ne peut pas nous parler comme ça, a ajouté Agbeome Kodjo. Question. La concertation nationale est-elle préparée à solutionner les problèmes qui sont ceux brandis notamment par les opposants? Il y a quelques années, le chef de l'État assurait que le parti au pouvoir disposait de solutions aux problèmes du Togo. Le gouvernement et ses premiers responsables s'activent visiblement pour faire briller le Togo. Cette semaine, le chef de l'État était au Congo. Il sera en France au sommet de mardi. La présidente de l'Assemblée nationale était à Djibouti. Uni, le parti au pouvoir a échangé avec le PCC, le parti communiste chinois au pouvoir à Pékin depuis 100 ans. Lomé serait-il inspiré? C'est le président du parti des Togolais, Nathaniel Olympio, qui va nous accompagner. Il répondra aussi à vos questions au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Romaric Fritas Nathaniel Olympio. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. Cette nouvelle, pour commencer, est celle de l'emprisonnement de l'ancien ministre Dimon Oré, le président du FPD, est déposé à la prison civile de Lomé depuis vendredi. Vous réagissez la semaine passée en disant qu'il n'a pas sa place en prison, alors qu'il était en détention provisoire. Est-ce que vous étiez convaincu déjà qu'il sera finalement envoyé en prison? Mais quand on arrête un homme politique parce qu'il s'est exprimé sur des sujets politiques, même s'il a fait quelques hyperboles dans ses propos, je ne pense pas que pour ces raisons, on puisse jeter en prison un acteur politique. C'est la police de la pensée qui revient. Et je pense que le gouvernement togolais n'a absolument aucun intérêt à fonctionner comme ça, ni pour son image, ni pour l'image du Togo. Et M. Dimon Oré doit être remis en liberté le plus rapidement possible et cela sans aucune condition. C'est quoi la police de la pensée? Mais c'est de mettre les gens en prison, comme c'est le cas de M. Dimon Oré, parce que pour ce qu'il pense, pour ce qu'il dit, et cela dans un pays où nous sommes garantis par la Constitution de disposer d'une liberté de parole, d'une liberté de pensée. Et je pense que le gouvernement togolais, une fois encore, aurait dû s'abstenir de poser de tels actes et de chercher à intimider, à amener les acteurs politiques à s'auto-censurer
je pense que ce n'est pas de cette manière-là que l'on peut construire un pays, l'on peut mettre tous les pays, tous les fils du pays dans la dynamique de construction. C'est vrai qu'en démocratie, il est dit qu'il y a liberté à tout dire, a dit tout ce qu'on pense, mais dans le cas spécifique, est-ce que l'ancien ministre n'a pas exagéré? Qu'est-ce qu'il a exagéré? Mais enfin, c'est ce que certains disent. Oui, mais je vous pose la question, sur quel point a-t-il exagéré? Certains pensent qu'il est comparé. Je pense que, vous savez, quand on est un acteur politique et qu'on veut exprimer ses idées, on les exprime avec ses mots, avec ses émotions, avec sa perception des choses. Il a exprimé sa perception des choses. Et pour cela, on le jette en prison. Ce n'est pas normal. Et c'est ce que je dénonce. C'est pour ça que je demande qu'on le libère. Il n'a pas sa place en prison. En réalité, l'ancien ministre Dimoré a fait sa réaction dans le cadre de la célébration des 61 ans de l'indépendance du Togo. Il a par exemple comparé notre pays et le Togo à un camp de concentration nazi. Et pour certains, c'est une faute impardonnable. Vous savez que la perception qu'un individu, un acteur politique peut avoir d'une situation, ben, ça dépend de sa lecture des choses. On ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il fait une comparaison. On ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il utilise une figure rhétorique, une extrapolation ou une hyperbolation des choses. Le jeter en prison parce qu'il a utilisé un mot à la place d'un autre, je pense que le régime togolais dépasse véritablement les bornes. Vous, à sa place, qu'est-ce que vous auriez dit à la place d'un camp de concentration nazi en comparant le Togo? Mais j'aime ma façon de m'exprimer. Il a sa façon de s'exprimer. Et nous n'allons pas nous mettre à comparer la manière de tenir des propos des uns des autres. Ce qui est important ici, c'est que M. Dimoré, qui s'exprimait dans le cadre d'une émission politique, à qui on demandait un avis politique sur un sujet politique, eh bien, il a exprimé ce qu'il pensait de la manière dont il pensait. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec cela, la personne l'exprime également différemment selon ses propres appréciations. Mais pour cela, jeter M. Dimoré en prison de manière aussi agressive, d'après ce que nous avons appris, devant sa famille, malmené, tout cela n'est pas propre et cela ne préfigure pas d'un environnement qui cherche à s'assainir. L'environnement politique est pollué, nous sommes dans une crise grave et qui perdure et visiblement le régime cherche toujours à intimider, à amener les gens à se terrer même. Ça ne peut pas continuer comme ça. Justement, certains parlent d'intimidation. On sait que au Togo, il y a un certain nombre d'acteurs qui, à loisir, qu'on parle Togo à la Corée du Nord ou à la Birmanie par exemple. Est-ce que ceux-là doivent commencer par avoir peur? Moi, j'ai toujours comparé le Togo à la Corée du Nord parce que je considère que le Togo, c'est la Corée du Nord sous les tropiques. Parce que nous n'avons pas les libertés, justement parce que nous sommes jetés en prison pour les propos que nous pouvons tenir, parce que le pouvoir de la pensée est encore en action, et tout cela amène les gens à aller dans leurs expressions de la manière dont ils perçoivent les choses. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas en liberté. Nathaniel Lupio, vous êtes en studio ici en train de dire vos pensées et d'analyser l'actualité politique, ce qui n'est pas le cas en Corée du Nord. Et dans ce cas, est-ce que ces types de comparaisons ne sont pas relativement exagérés? Relativement, vous-même, vous êtes en train de bémoliser ce que vous dites. Ça veut dire que ce n'est pas exagéré. Ça veut dire que c'est la perception que les gens ont des choses. Ça veut dire que les gens ne se sentent pas en liberté. Moi, je ne me sens pas en liberté. C'est vrai, je m'exprime. Parce que d'autres avant moi se sont battus pour avoir ce droit de s'exprimer. Il fut un temps, on jetait les gens en prison pour cela. Il fut un temps, on n'avait même pas la liberté de pouvoir chanter l'hymne national. Tout cela, c'est notre histoire. Et cette histoire-là donne une image du Togo. Et c'est cette image que les gens expriment aujourd'hui. Et on ne peut pas empêcher les gens d'exprimer ce qu'ils ressentent. Vous frappez les gens, vous ne voulez pas qu'ils pleurent? Ils pleurent, vous voulez les frapper davantage? Non. On a le droit de s'exprimer et les gens n'ont pas le droit de sévir, de jeter les acteurs politiques en prison pour leurs pensées, surtout pour la manière dont ils s'expriment. Vous personnellement, je ne sais pas si ce qui arrive
à Dimoré va vous contraindre à penser à plusieurs reprises vos prises de position avant de les exprimer. Je ne sais pas si cela va vous impacter. Et vous êtes dans cette émission. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire qui finalement vont peut-être vous amener en prison. Est-ce que vous, personnellement, vous avez commencé par avoir peur? Mais comme ça, vous pourrez noter que c'est dans votre studio qu'on sera venu me chercher. Je pense que le régime togolais a toujours cherché à instaurer la terreur, à faire peur aux gens, à pousser les gens à s'autocensurer. La presse d'ailleurs est également cette cible, et les syndicalistes sont également cette cible, les fonctionnaires sont également cette cible. Et c'est en fait l'aboutissement de la dureté de ce régime, c'est finalement de ne plus avoir à exercer de la violence, mais que les gens eux-mêmes finissent par s'auto-contrôler, s'auto-censurer. Et il ne faut pas justement leur laisser ce loisir-là. C'est pour ça que nous allons continuer de parler, et quitte à ce qu'ils cherchent à mettre tous les acteurs politiques en prison, parce que les acteurs politiques continueront toujours à dire ce qu'ils pensent de la manière dont ils le pensent. En tout cas, ce sera toujours moi ce que je ferai. La question aussi, c'est de savoir quel intérêt le pouvoir de Lomé a à museler éventuellement les contradicteurs. Si on sait que dans le même temps, il y a des discussions qui ont lieu à Lomé actuellement et des discussions qui se déroulent au niveau de la CENAP, est-ce que vous pensez que le pouvoir a particulièrement un intérêt à faire taire? Mais est-ce que le pouvoir a un intérêt à maintenir la dictature au Togo? Est-ce que le pouvoir a un intérêt à laisser se répandre la corruption dans le pays? Est-ce que le pouvoir a intérêt à brimer les gens dans le pays? Ben, ils ont tout intérêt, c'est pour ça qu'ils le poursuivent, c'est pour ça qu'ils le font. Et je pense que le rôle qui est celui des acteurs politiques et des citoyens, c'est de dénoncer, c'est de s'opposer à ce type de comportement. Et c'est ce que fait les acteurs, c'est ce que font les acteurs politiques. C'est ce que faisait M. Dimoré quand on l'a arrêté. Il y a quelques semaines, non plutôt quelques mois, vous aviez dit que vous avez le sentiment que le Togo est en train de faire de la reculade. Les années 80 ou 70 sont en plein de revenir dans le présent. Et je ne sais pas si on est dedans ou c'est encore devant. Là, c'est Dimoré qui a des soucis. Je ne sais pas si on est en plein dedans. On est en fin de terminer cette époque-là où ça ne fait que commencer. Mais il faudrait leur poser la question. Ce que nous constatons, ce que je constate moi sur le terrain, c'est que les libertés qui ont été acquises à haute lutte dans les années 90 sont aujourd'hui en train d'être restreintes. Et on n'a plus le droit de s'exprimer comme on veut, on n'a plus le droit de manifester comme on souhaite, on n'a plus le droit de faire ceci, on n'a plus le droit d'aller faire des conférences de presse à l'intérieur du pays, on n'a plus le droit de faire des tas de choses. Eh bien, cela correspond à un recul. Les acquis que nous avions sont en train d'être grignotés par ce régime petit à petit. Et ça, ce sont des choses que les citoyens ne peuvent pas durablement accepter. Et quand on maintient les gens dans cette pression psychologique permanente auquel s'ajoutent toutes les difficultés économiques, socialement, les gens sont complètement exempts, il viendra un moment où tout ça, ça va exploser. Et ce sera un aboutissement logique. C'est ce qu'ils cherchent et un beau jour, ça se produira de nouveau, comme ça s'est produit dans le passé. Est-ce que les citoyens ne sont pas fatigués? Pas tout ça, puisqu'on sait que l'histoire du Togo est rythmée par ce que vous décrivez là, ou ce que vous êtes en train de prédire, des citoyens qui, par moment, explosent et rentrent dans les rues. Est-ce qu'ils sont fatigués? Je me souviens que vous m'aviez reçu dans une de vos émissions en novembre 2015 et vous aviez sorti exactement les mêmes propos, pas avec les mêmes mots, mais exactement les mêmes idées, et me demandant si les Togolais n'étaient pas fatigués. Eh bien, les Togolais ont toujours montré leur disponibilité à défendre leur liberté. En 2010, on le disait déjà, hein, et pourtant en 2012, quand le CST s'est organisé, les Togolais sont sortis massivement dans la rue. 2017, c'était pareil, après l'élection de 2015. Aujourd'hui, il y a, c'est vrai, une sorte de léthargie, mais cela ne veut pas dire que les Togolais sont satisfaits.
sont contents de la situation. Les Togolais ruminent. Les Togolais sont dans la récrimination. Et je pense qu'il viendra nécessairement un moment où la conjonction d'un certain nombre de choses et des perspectives qui vont s'annoncer, des opportunités qui vont se présenter, et encore une fois, eh bien, le peuple togolais sera en marche pour sa liberté. Il faudra en ce moment-là que ceux qui vont diriger cette action le fassent dans une optique d'organisation sérieuse, avec un projet qu'on propose au peuple togolais, avec un sérieux dans la conduite de ce mouvement, pour que, pour une fois et pour une dernière fois, cela aboutisse à un résultat attendu. Ouais, la réponse que vous venez de me donner, je ne sais pas, vous reprenez un peu relativement à ce que vous aviez dit il y a quelques années. C'est vrai que depuis la dernière élection présidentielle, le pays politiquement vit une certaine accalmie, et il y a un certain nombre de ministres qui ont même martelé qu'il n'y aura plus jamais 19 août au Togo. C'est vrai qu'en 2017, des Togolais étaient massivement sortis manifester dans plusieurs villes du Togo, et vous voulez dire à ces responsables politiques que tout peut encore arriver dans un pays. Mais la nature humaine, c'est toujours de chercher à sortir des situations difficiles. Et les Togolais vivent dans une situation difficile, de manière permanente. Et donc, la recherche de solutions aux problèmes quotidiens amèneront nécessairement les Togolais à s'exprimer de nouveau. Quelle forme cela prendra, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que les choses ne peuvent pas rester en l'état durablement. Ce n'est pas possible. Les gens peuvent faire des exhortations, on peut intimider, on peut menacer, on peut emprisonner, mais il viendra un jour où le peuple va de nouveau s'exprimer. Et quand le peuple s'exprime et que les choses ne sont pas, on n'anticipe pas les choses, eh bien ça s'exprime de manière un peu active. Ce qui est à noter également sur ce que vous appelez les manifestations, et parfois violentes, de notre peuple, et ces manifestations, on connaît la suite également. Il y a eu 2012, 2013, il y a eu 2017, il y a eu tout ce qu'il y avait dans les années 90. Les résultats, au final, ces résultats, en termes comptables, découragent dans un certain nombre de milieux. Vous-même, vous avez fait le constat qu'aujourd'hui, le pays est en train de reculer. Vous dites que ça décourage. C'est vrai que vous reprenez ce mot régulièrement. Non, les Togolais ne sont pas découragés. Vous ne pouvez pas dire ça. Des gens qui sont dans des difficultés permanentes ne peuvent pas être découragés. Seulement, c'est vrai que la manière dont les luttes ont été conduites jusqu'à présent n'ont pas donné les résultats attendus. Nous connaissons les causes. On a fait 1001 fois l'analyse de la situation. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui capitaliser sur cet acquis d'expérience pour que les étapes suivantes soient des étapes qui puissent être menées avec beaucoup plus de réussite. Les facteurs de réussite qui nous ont manqué, eh bien, nous les identifions, et il faut à l'avenir faire avec ces facteurs de réussite pour que les prochaines actions du peuple soient des actions qui portent des résultats. Quand vous dites capitaliser sur les expériences acquises, on a l'impression que justement vous n'aviez pas d'expérience, ou en réalité que l'opposition togolaise notamment ne tire pas suffisamment leçon de son passé. Et aujourd'hui, quand on parle de découragement, on vous impute les origines de ces découragements-là. Quand je vous dis vous, pas vous personnellement, et tout ce qui anime la classe politique, notamment de l'opposition. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez absolument pas dire que des gens qui mènent une lutte pendant 30 ans n'ont pas d'expérience. 30 ans, c'est 30 ans d'expérience justement. Et il y a énormément de leçons à tirer de ce parcours. Et ces leçons, c'est aujourd'hui qu'il faut capitaliser là-dessus. Il y a eu des parcours qui ont donné un certain nombre de résultats. L'un des résultats, c'est ma présence ici dans ce studio en train de parler, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques décennies. Donc, on avance tout de même. Même si nous n'avons pas encore atteint la rive, nous sommes en train de franchir le fleuve. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas enfermer les Togolais dans une sorte de découragement qui n'est pas une réalité, mais qu'on leur martèle, et finalement comme s'il fallait une autosuggestion qui anéantirait tous les efforts que les gens veulent faire. Non,
les Togolais ne peuvent pas rester dans cette situation qui perdure depuis, je dirais, depuis les dernières manifestations de 2017. Et tout le monde veut que les choses bougent de nouveau. On n'arrête pas de dire, mais oui, vous êtes dans la réflexion depuis 4 ans, depuis tant de temps, quand est-ce que vous irez sur le terrain? Mais le terrain va agir encore le moment venu. Il faut que nous comprenions, nous tous, que nous devons conceptualiser la lutte. C'est-à-dire que nous devons bâtir le schéma de la lutte que nous voulons mener. Nous sommes toujours allés sur le terrain de manière, je ne veux pas dire précipitée, mais nous avons toujours été sur le terrain et au final, on a toujours eu l'impression que le terrain n'a pas été porté par une architecture de la lutte. Mais c'est ce travail qu'il faut faire et il faut le faire en profondeur et il ne faut pas se précipiter pour aller encore une fois dans la rue pour que la prochaine fois soit la bonne fois. C'est ma manière de lire les choses et c'est dans cette démarche que je suis, une démarche de construction, une démarche d'élaboration d'une démarche, d'élaboration d'une stratégie pour que les Togolais puissent porter ensemble un projet qui les fédère, ce à quoi ils adhèrent, en répondant à la question, comme je le dis toujours, dans quel Togo voulons-nous vivre? Ça, je pense que en aboutissant à cette réflexion et en adoptant un projet commun, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le porter ensemble. Et je vais ajouter une chose, excusez-moi. Je pense que les partis politiques qui ont mené une lutte admirable au Togo, aujourd'hui, il est temps que nous sortions du schéma de la conquête du pouvoir par l'élection. Ça a atteint ses limites. Les partis politiques doivent comprendre que, et tout le monde le dit, mais il faut que ça devienne la pratique, que la lutte doit devenir citoyenne. Ça veut dire que ce ne sont plus les partis politiques qu'il faut mettre en avant. On ne doit plus défendre les couleurs des partis politiques. Il faut que les acteurs, les citoyens s'expriment, se mobilisent et défendent leur liberté en tant que citoyens et non pas en tant que partisans d'un parti politique. Est-ce que vous n'êtes pas en train de me donner raison un peu, puisque 30 ans après, si vous constatez qu'après autant d'expériences acquises, les partis politiques ne continuent pas à donner l'impression qu'ils n'ont justement pas cette expérience-là? Lesquels? Non, je pense que vous devez comprendre que dans une lutte pour la libération d'un pays, les voies sont multiples. Tous ceux qui aspirent à apporter un mieux-être au peuple, eh bien, chacun a une conviction et il suit la voie qui est la sienne. La voie que moi je pense être la bonne aujourd'hui, c'est celle qui sort des chemins battus de l'élection. Il faut sortir de ce schéma. Et quand on sort de ce schéma, ce n'est plus les militants qui s'expriment, ce sont les citoyens qui s'expriment. Parce que nous avons trop longtemps vu dans ce pays les militants d'un parti politique de l'opposition s'opposer à d'autres militants d'un autre parti de l'opposition. C'est dans le bénéfice de quoi? C'est au privilège de qui? Eh bien, il faut qu'on arrête ce massacre. Est-ce que vous pensez que les Togolais sont suffisamment formés pour justement abandonner le chapelle politique pour une lutte citoyenne? Écoutez les Togolais. Moi, je suis avec les gens tous les jours. Les gens nous disent, mais pourquoi vous ne laissez pas la société civile devant? Moi, je ne parle même pas de société civile. Je ne parle pas de parti politique. Je ne parle pas d'organisation de la société civile. Je parle de citoyens. Il faut que ce soit chaque citoyen qui s'engage selon ses convictions, selon sa détermination et qu'ensemble, on puisse porter quelque chose. Les organisations ont montré leurs limites, que ce soit les partis politiques ou la société civile, tout cela a montré ses limites. Il faut sortir de ces carcans, il faut sortir de cette compétition, parce que ce sont les organisations qui animent les compétitions. Sortons des compétitions et laissons les citoyens s'exprimer. Ce que vous dites, ou le constat que vous êtes en train de faire, est-ce que c'est un constat qui est partagé par vos pairs, notamment ceux qui animent des partis politiques? Mais ne revenez pas sur les partis politiques. Ce que je dis, je m'adresse aux citoyens. Vous faites ce constat. Je m'adresse aux citoyens. Est-ce que c'est un constat qui est partagé par d'autres acteurs? Mais moi, je partage ce en quoi je crois. Je diffuse mes convictions, je partage mes idées et je fais en sorte que les gens comprennent la démarche que je suis en train de mener. Et je pense que nous devons tous ensemble nous asseoir et parler de la manière dont il faut fonctionner. Moi, j'ai mes convictions, je les présente, je les défends, je les argumente. Eh bien, nous devons donner l'opportunité à tous ceux qui veulent changer quelque chose d'apporter leur réflexion et qu'ensemble, on retienne une voie.
La voie que moi je préconise aujourd'hui, c'est celle qui sort des chemins que nous avons parcourus depuis 30 ans, c'est-à-dire les chemins de l'élection, les chemins des dialogues qui n'en sont pas en réalité. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui est en train de se passer entre une partie de l'opposition et le gouvernement, ben, quand j'entends les participants de l'opposition s'exprimer, ils ne sont pas contents de ce qui se passe. Ils ne sont pas heureux de voir une perspective lumineuse sortir de ce dialogue-là. Alors, à quoi ça rime? Qu'est-ce que ça apporte? Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Je n'y crois pas. Et je ne pense pas que ce qui est en train de s'organiser aujourd'hui entre le pouvoir et quelques parties de l'opposition soit la solution que les Togolais attendent. Il faut trouver autre chose. Et si le gouvernement togolais ne prend pas conscience qu'il faut ou faire une ouverture pour ramener l'apaisement dans le paysage politique, en ce moment, il faut que le peuple togolais lui-même puisse aller chercher sa liberté. Quand on parle d'apaisement dans le paysage politique au Togo, est-ce qu'il y a un problème? Parce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Non, mais en fait, je veux savoir. Quand on jette en prison des gens qui s'expriment parce qu'ils ont utilisé une figure de style qui ne plaît pas à certains, on les jette en prison, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Quand il y a une élection qui a lieu en février 2020 et que jusqu'à aujourd'hui, il y a des tensions politiques autour de ça, vous ne pensez pas qu'il y a un problème? Quand, je peux vous citer des tas d'exemples, vous ne pensez pas qu'il y a un problème dans un pays où des problèmes de corruption gangrènent notre administration du sommet au bas? Oui, monsieur, il y a un problème, il y a une crise à tous les étages et à tous les niveaux, dans tous les secteurs de la vie, de la société. Au niveau du pouvoir, sans doute qu'on vous répondra que ça n'empêche pas le fonctionnement normal des pays, et notamment des institutions. Au bénéfice de qui? Au bénéfice de qui? Mais est-ce que qui c'est qui profite de ce fonctionnement? Et quel est... Monsieur Atiogbe, nous sommes dans un pays de 8 millions d'habitants. En 2021, il n'y a aucun scanner qui fonctionne dans les hôpitaux publics. Bon Dieu de bon sang. C'est ça ce que vous voulez dire, que tout fonctionne bien dans ce pays? Moi, j'en ai honte d'en parler. Et pourtant, c'est la réalité. On nous chante et que nous sommes le pays où faire les affaires, c'est le Nirvana. On nous dit que nous sommes des champions des réformes, mais nous sommes dans un pays où le minimum vital n'est pas donné aux Togolais. On ne peut même pas soigner des gens pour les choses les plus banales. Non, ça ne fonctionne pas. La question du scanner revient à chaque instant et mettre dans le même pays. Parce que c'est symbolique. Non, mais en fait, c'est clair aussi que dans le même pays, il y a un certain nombre de choses qui marchent. Nous avons un pays où globalement il y a une paix de 5 cassés à Lomé. Les Togolais, d'une certaine manière, vous savez, ils se lèvent le matin, ils vont dans leurs activités, ils reviennent chez eux. Quand on passe des années, des décennies à ne vendre aux citoyens togolais que la paix et la stabilité, c'est qu'on est incapable de leur offrir la prospérité. La paix et la stabilité qu'on nous chante ne sont que des conditions pour réussir la prospérité. Mais ne vous figez pas sur ces conditions pour oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est quand même que les gens vivent dans de meilleures conditions, que les gens aient une certaine prospérité, que les gens puissent s'épanouir. Mais si vous laissez tout ça et dire aux gens, vivez dans la misère parce que vous êtes en paix, mais non, ce n'est pas cette paix-là que les gens veulent. Ce n'est pas que cette paix-là que les gens veulent. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe au niveau de la concertation nationale, mais visiblement, ceux qui sont les amis du Togo, notamment les ambassadeurs occidentaux, exhortent, et notamment la dynamique, et sans doute ceux qui ne croient pas en cette discussion-là, à tourner plutôt les regards vers le ministère de l'administration territoriale. Moi, j'ai connu dans ce pays des ambassadeurs qui ont qualifié le régime togolais de démocratie exemplaire dans la sous-région. Ça me suffit, ça me donne une idée. Donc, ils sont dans leur rôle et nous sommes aussi dans notre rôle. Vous avez fini votre réponse? Ben oui, voilà ma réponse. Non, mais en fait, c'est pas la première fois que les ambassadeurs interviennent dans le débat, du moins en conseillant et en indiquant la voie à suivre. C'est pas la première fois qu'ils le font. Mais curieusement, cette fois-ci, ils sont décriés. Ça, c'est ce qu'on ne comprend pas. Mais je pense que les Togolais savent que l'essentiel du travail qui doit être fait, eh bien, leur incombe. Je dirais, les recommandations qui peuvent être faites par ceux qui sont chez nous, que nous recevons avec beaucoup d'amabilité, ils les font pour ce pourquoi ils sont ici. Ils sont là pour représenter leur pays, ils sont là pour défendre les intérêts de leur pays.
Ils ne sont pas là pour défendre les intérêts des Togolais. D'accord? Donc, si ce qu'ils disent nous conviennent, eh bien, nous sommes en harmonie, on va ensemble là-dessus. Mais si ce qu'ils disent ne nous conviennent pas, ça ne convient pas aux Togolais. Si ça ne répond pas aux intérêts des Togolais, ben les Togolais le rejettent aussi sec. D'accord? Et aujourd'hui, les Togolais estiment que la manière dont ce dialogue est organisé, le contenu de ce dialogue, ça ne correspond pas aux attentes des Togolais. Alors donc, qu'ils aillent chercher ceux qui veulent participer. Peut-être qu'il y a déjà des gens qui y participent. Ça ne leur donne pas satisfaction. Mais s'ils estiment que ça ne suffit pas, eh bien c'est bien parce qu'il y a d'autres choses qu'il faut prendre en considération pour que ça satisfasse tout le monde. C'est clair que vous ne participez pas à cette discussion. D'ailleurs, votre parti a un positionnement un peu curieux puisque ceux qui participent, ce sont ceux qui ont pris part aux dernières élections. C'est clair aussi que votre parti... Il y a d'autres aussi qui ont pris part aux élections qui ne participent pas. C'est clair que votre parti a une option sur les élections. Depuis, vous prenez... Je viens de le répéter encore. Les élections ne sont pas la voie pour la solution au Togo. La question qui vient tout de suite, puisque vous parlez tantôt de combat citoyen et vous parlez de la rue, qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il faudrait une révolution et qu'est-ce que vous voulez dire clairement? Mais chaque peuple a les ressorts qu'il faut pour recouvrer sa liberté, pour reprendre en main sa liberté. Et les voies sont multiples et variées. Donc, je ne présage pas aujourd'hui de ce que les Togolais vont décider de faire. Mais ce qui est certain, c'est que les choses ne peuvent pas rester en l'état. Et de toute façon, quand on refuse la liberté aux gens, quand on confine les gens dans des situations difficiles, un beau jour, les gens ils se révoltent d'une façon ou d'une autre. Et ça peut prendre plusieurs formes. Quand nous parlons des dernières réactions des ambassadeurs occidentaux, je rappelle le groupe des 5, c'est les ambassadeurs de l'Union européenne et des USA, de la France, de l'Allemagne et de la représentation du PNUD au Togo. En réalité, cette réaction, elle est adressée à la dynamique Monseigneur Podro. C'est une lettre, sans doute, ou c'est un communiqué, vous l'avez lu. Oui. Quelle est votre réaction après sa lecture? C'est un communiqué assez court quand même. Je vais vous dire une chose. Quand vous allez dans la maison d'un ami et que vous voyez cet ami en colère, en train de donner une correction à son enfant, vous n'allez pas vous joindre à votre ami pour aussi administrer une correction à l'enfant. Ça ne se fait pas. Je pense que les ambassadeurs aujourd'hui auraient pu s'abstenir de ce communiqué. Ça n'apportait rien. Et ils ont rencontré des gens à qui ils ont dit ce qu'ils pensent et ça n'avait absolument aucune utilité de produire ce communiqué. Ils l'ont fait, eh bien, nous n'apprécions pas. Nous n'apprécions pas parce que c'est tout de même assez surréaliste et le contenu de ce communiqué et ce qui émane, la manière dont c'est formulé. Et je pense qu'on aurait pu s'en passer. Curieusement, eux, ils ont fait le communiqué. Et ce communiqué, le début, certains avaient pensé à un fake news. Et puis par la suite, cela a été repris notamment par la représentation de l'Union européenne au Togo. On sait aujourd'hui que c'est un communiqué qui a été produit par les ambassadeurs. Ils sont intervenus sur un certain nombre de points, notamment la communication de la dynamique, mais aussi l'exhortation à aller dans les discussions qui ont lieu actuellement au niveau du ministère de l'administration territoriale. Mais au cœur de la dynamique, Monseigneur Podro, il y a une figure dont je voudrais qu'on parle, c'est Monseigneur Podro. C'est une curiosité finalement, et Monseigneur Podro pour un certain nombre d'acteurs, parce que c'est vrai que dans les années 90, on l'a vu présider la conférence nationale, et puis par la suite, il a disparu des radars, et il est revenu à 91 ans, et beaucoup de Togolais ne comprennent pas qu'il est là encore debout, devant surtout un certain nombre d'initiatives. Moi, je pense au contraire que les Togolais comprennent très bien. Si les Togolais ne comprenaient pas, ils n'allaient pas... Mais vous lisez ce qui est écrit sur les réseaux sociaux? Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Si les Togolais ne comprenaient pas, on n'allait pas assister à ce à quoi on a assisté le 20 février 2020 dans cette élection-là, où les gens sont allés voter pour le candidat de la dynamique essentiellement. Parce que Monseigneur Podro était devant. Il faut le reconnaître. Et c'est la réalité. Et personne ne peut le contester. Donc, ne dites pas que les Togolais trouvent cela curieux. C'est vous qui utilisez ce terme-là.
Moi, je ne vois pas la curiosité. Monseigneur Poduro était citoyen, qui a ses convictions, qui les défend de la manière dont il a souhaité les défendre. Où est la curiosité dans cela? Expliquez-moi. Moi, je n'en trouve pas. J'ai l'impression que vous ne lisez pas assez les réseaux sociaux. Un certain nombre de Togolais ne sont pas d'accord avec lui. Mais on ne peut pas avoir l'unanimité. C'est clair, je parle de ça. Moi, je vous parle de ce que j'ai observé. Moi, je n'ai pas participé à l'élection de 2020, vous le savez, parce que je ne suis pas dans ce schéma. Mais quand j'observe, en tant qu'acteur politique, ce qui s'est passé, les gens sont sortis parce qu'il y a eu une dynamique autour de Monseigneur Poduro. Personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que Monseigneur Poduro est une curiosité. Non, c'est un terme que je trouve peut-être même un peu péjoratif pour parler de Monseigneur Poduro. Et il a ses convictions de citoyen, est très déterminé, et je trouve même que ce qu'il fait je ne suis pas en train d'apprécier la manière dont il fait les choses, les écarts qu'il peut avoir. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'engagement de l'homme. Et ça, c'est quelque chose d'admirable. Il y a un certain nombre de jeunes qui ont abandonné, mais lui, à 91 ans, il continue et il est même annoncé pour être devant une manifestation jeudi prochain à Bruxelles et loin du Togo. Et cette semaine, on a vu également ces images sur lesquelles nous allons revenir tout à l'heure. Mais sur la personne de Monseigneur Poduro, il y a une réaction qui a émané du ministre Bara cette semaine. Il dit qu'on ne reproche rien à Monseigneur Poduro, puisque au niveau du pouvoir, on ne comprend pas pourquoi, par exemple, il n'est pas à Lomé, il était à Accra, pourquoi finalement il quitte Accra pour la Suède. Est-ce que le pouvoir n'est pas en droit de se défendre en disant ce que Bara a dit là? Vous savez, le pouvoir, il dit ce qu'il veut, hein. Il n'empêche que les pressions qui sont exercées sur les gens, on les connaît aussi. Et on sait que Monseigneur Poduro était au domicile de M. Agbegome Kodjo quand les chars ont défoncé. Vous ne pouvez pas dire que le régime n'a rien à se reprocher. Et ces pressions psychologiques, ces pressions physiques qu'on exerce sur les gens, et vous pensez que ce n'est rien pour justement un homme de cet âge-là? Vous ne pensez pas que la personne puisse sentir sa vie menacée et quitter le pays? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une procédure judiciaire. Il n'y a pas que la procédure judiciaire. Ils ont mille et une façons de le faire. Et on a vu ce qu'ils ont fait. Donc, non, je pense que le régime togolais n'a de respect pour rien du tout et ne respecte pas les Togolais. Et Monseigneur Poduro, il s'est senti dans l'obligation de quitter le Togo. Ben, il a parfaitement le droit de décider de quitter le Togo. Certains pensent que c'est de la politique tout ça. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, que certains pensent que c'est de la politique, tout ça. Monseigneur Poduro n'est pas un acteur politique. Et il ne cherche pas de poste électif, il ne cherche pas à occuper une fonction. Il se bat parce qu'il croit à la liberté, il croit au peuple togolais. C'est pour ça qu'il s'est engagé. D'accord? Donc, les gens qui veulent noyer le poisson peuvent toujours dire que Monseigneur Poduro fait de la politique. Parce qu'il traite les sujets politiques, si vous voulez. Mais fondamentalement, c'est l'engagement d'un homme. C'est je dirais, la dernière lutte qu'un homme mène sur Terre qu'il est en train de faire. Et ça doit parler à un certain nombre de personnes. Vous, personnellement, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous incite? Moi, je pense que je respecte la conviction de l'homme. Je respecte son engagement profondément. Ça ne veut pas dire que je partage toutes les approches qu'il mène. Mais en termes de conviction, en termes d'engagement, en termes de lutte qu'il mène, oui, c'est quelqu'un pour qui j'ai un profond respect. Monseigneur Poduro, il est en Suède, selon les informations que nous avons. Et cette semaine, on a vu toutes ces images d'un homme âgé ensanglanté. Et je dis sans doute que vous aussi, vous avez vu ces images. Et à la première vue, quelle a été votre réaction? Un journal avait pour slogan le poids des mots, le choc des photos, je crois. Oui, c'était des photos qui ont choqué. C'est toujours émouvant de voir une personne âgée qui a des hématomes traumatisés de cette façon-là. Oui, voilà. Ce ne sont pas des images agréables à voir. Et en principe, s'il n'en tenait qu'à moi, ces images n'auraient jamais dû circuler.
Certains pensent qu'ils divisent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et si éventuellement ils divisent, puisque quand on lit les positionnements d'un certain nombre d'acteurs politiques, on sent qu'il ne fait pas l'unanimité, comment éventuellement faire pour recoller les morceaux? Moi, j'ai toujours indiqué ma voie. Recoller les morceaux, c'est de ne plus repartir à construire quelque chose autour des personnes. Il faut construire des choses autour d'un projet. C'est toujours l'agrégation autour d'un leader ou un autre qui est source de division. Il faut créer une synergie autour du projet que nous partageons. Et c'est ça l'essentiel. Et je pense que c'est la voie qui nous évitera les divisions, les compétitions entre personnes. Quand on parle de projet, on ne peut pas dire que depuis les années 90, il n'y a pas eu de projet politique, notamment émanant des milieux politiques proches de l'opposition. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu un projet consensuel porté par un groupe de personnes convaincus et déterminés, organisés et structurés et qui défendent un projet qu'ils expliquent à la population, à laquelle la population adhère. Nous n'avons pas fonctionné de cette façon-là. Je le disais tout à l'heure, monsieur Atiogwe, et il nous manque dans notre lutte des facteurs de réussite. Nous savons merveilleusement bien mobiliser la population. Peut-être bien plus que d'autres dans la sous-région. Et pourtant, les quelques petits points qu'il nous faut pour conclure, eh bien, c'est ce qui nous manque. C'est sur ça qu'il faut travailler. C'est pour ça, je le dis encore, ne nous précipitons pas dans la mobilisation. Identifions ces points, travaillons sur ces points, améliorons ces points, et pour que ces points soient présents lorsque le peuple sera encore debout prochainement. Quelqu'un disait récemment, je crois que c'est le professeur David Dossé qui le disait, que la mobilisation ne suffit pas. C'est ce que moi je complète en disant, il nous manque les facteurs de réussite. La mobilisation est indispensable, parce que c'est le peuple qui s'exprime. Mais nous devons travailler sur les points de réussite. Vous allez nous aider à comprendre la proposition que vous êtes en train de faire, parce qu'entre-temps, vous parlez de combat citoyen, ce qui suppose en réalité que vous mettez derrière, mais en même temps, là, vous parlez de projets communs. Et comment tout cela va être mis en place? Mais ce sont des hommes et des femmes qui travaillent. Et les hommes et les femmes qui travaillent, la seule chose que je dis, c'est simplement qu'ils travaillent sous l'étiquette citoyen. En tant que citoyen. Et pas sous l'étiquette d'un parti politique, ni d'une organisation de la société civile. Parce que dans nos organisations, il y a trop de compétition. Laissons de côté les compétitions qui nous divisent. Regardez 2020, les gens sont allés aux élections, pendant les élections, ben, ils se sont invectivés. Comment voulez-vous qu'après cette élection, ces mêmes personnes puissent facilement se mettre ensemble pour défendre une situation? C'est difficile. C'est pour ça que nous devons écarter ce qui nous divise. Et ce qui divise les Togolais dans la lutte pour la liberté du peuple togolais, ce sont les élections essentiellement. C'est pour ça, je dis, des citoyens doivent porter un projet. Des citoyens qui doivent porter un projet et défendre avec le peuple togolais ce projet. C'est aussi simple que ça. Quelles sont les chances que vous donnez à ce projet? Il appartient aux Togolais de choisir la voie qu'il veut suivre. Moi, je partage une idée, je défends une idée, ça fait déjà quelques mois que je suis dans cette démarche-là, et j'explique, et je pense que les gens commencent à comprendre le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée, c'est simplement que les partis politiques ne doivent plus prendre le devant des choses. Les organisations de la société civile ne doivent plus se battre les unes contre les autres, parce que ça aussi, nous l'avons observé. Il faut que ceux qui animent les partis politiques, ceux qui animent les organisations de la société civile et ceux qui ne sont même pas dans une organisation, nous tous, nous puissions nous engager dans une lutte qui va apporter aux Togolais ce que nous recherchons. Plus de liberté et un mieux-être. Nous venons de passer 45 minutes avec le président du parti des Togolais, Nathaniel Olympio, comme c'est de tradition. Et à partir de cet instant, nous allons également avoir les avis, les questionnements des auditeurs, ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde, et puis ceux qui nous écoutent sur 105.5 à Lomé dans les régions environnantes. Je rappelle les numéros 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Et Romanique Freitas va se charger de nous faire passer à l'antenne en direct les invités qui veulent bien participer.
non, les auditeurs qui veulent bien participer à l'émission. On me dit qu'il y a un premier auditeur. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Oui, c'est Pelé. Oui, Pelé, vous êtes en antenne et comment vous allez? Oh, très bien. Ok, Pelé, allez-y. Oui, c'est Nathaniel, bonjour. Bonjour. Oui, je pense que ce qu'il faut dire, simplement, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est-à-dire ce que l'opposition togolaise est en train de donner, c'est cette force-là que l'opposition a aujourd'hui. Donc, il faut vous féliciter. Mais il y a de cela un mois, moi j'avais prédit et j'indexais ce qui se passe à la Sénat là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce qui se passe, ça serait consommé par le peuple congolais? Parce qu'on fait un dialogue, je ne sais pas si c'est un dialogue à sous, et on dit que c'est un dialogue à huis clos. Et au lendemain de ces élections, des gens ont contesté et voient que c'est truqué. Ou bien, je ne sais pas, qu'ils vont à ce dialogue-là et que c'est le peuple qui va consommer. Et c'est la période politique qui se passe là-bas. Est-ce que ça vous concerne? Si c'est sorti là-bas, est-ce que vous allez consommer? De deux. Je voudrais parler toujours de G5, ce qui se passe à G5 aujourd'hui. Je pense que le groupe est dans sa logique. Il est là, est en train de nous dire ce que la Cour constitutionnelle a dit. Mais si nous sommes dans ce pays, et que si c'est dans un autre pays, est-ce que vous voyez que ce que le groupe de 5 a dit a sa raison? Merci. Bien, merci. Pelé pour les questions. Alors, est-ce que je vais consommer ce qui va sortir du dialogue? Moi, je pense que M. Pelé a posé cette question pour me taquiner. Et Primo, lui-même, il le dit, personne ne sait ce qui se passe là-bas. Et personne ne sait ce qui se passe là-bas. Et qu'est-ce qui va sortir de là et qui sera susceptible d'intéresser les Togolais? Je n'en sais rien. Et je suis simplement sceptique. Je suis sceptique. Et attendons voir ce qu'ils vont nous sortir. Mais bon, je n'attends pas des miracles de cette concertation. Voilà. Oui, sur la question du G5, vous avez suffisamment répondu. Il y a même un autre auditeur, Robert Henodi, lui aussi intervient sur cette question du G5. Lui, il a l'impression que vous êtes forcé ou que le G5 veut que tous les Togolais suivent le régime. Est-ce que c'est le sentiment qu'on peut avoir à la lecture du communiqué du G5? Il y a une constante dans la position des ambassadeurs au Togo, c'est généralement d'inciter à aller au dialogue, c'est d'inciter à participer aux élections, quelles que soient les conditions des élections, de toute façon, même si le plus souvent, ils font des rapports pour marquer les insuffisances. Et ces rapports n'ont rien de contraignant de toute façon, donc les rapports se suivent, se ressemblent et sont sans conséquence. Et donc voilà, dans cet éternel recommencement que nous nous retrouvons avec... mais il faut que nous, Togolais, nous comprenions que c'est nous qui devons faire ce dont nous avons besoin. Ce ne sont pas les autres. Et les autres sont toujours là pour ce qui les intéresse. C'est leur mission. Les ambassadeurs sont là pour représenter les intérêts de leur pays. Donc, ils sont dans leur rôle et nous n'acceptons pas leur rôle si ça ne nous convient pas ce qu'ils disent. On rejette. Si nous avons un accord sur des choses, eh bien, on travaille ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que ils nous incitent à participer à un dialogue qui ne va rien amener aux Togolais. Donc, c'est noté. Le deuxième auditeur, après Pelé, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? Jérôme Attangé. Oui, allez-y, Jérôme. S'il vous plaît, par rapport à la lettre des ambassadeurs, si les États-Unis demandent au recontact des élections des voix dans les urnes, et aujourd'hui par rapport à ce que vous dites d'aller au dialogue, quel est le rôle qu'ils veulent jouer entre les Togolais exactement? Bien, merci Jérôme pour votre intervention. C'est vrai qu'au sorti de la présidentielle de 2020, il y a eu ce positionnement
de Washington par rapport, ou du moins c'est l'ambassadeur qui a imposé à Lomé. Il y a eu ce positionnement-là. Vous pouvez dire ce positionnement de Washington, l'ambassadeur parle au nom de son pays. Je remercie Jérôme de rappeler cet épisode parce que justement ce communiqué également a obtenu de la part des Togolais une approbation, une satisfaction. C'est encore la preuve que lorsque les ambassades prennent des positions qui correspondent à nos attentes, nous sommes en phase et on l'apprécie à sa juste valeur. De la même manière, quand ils prennent des positions, comme c'est le cas aujourd'hui, qui ne correspondent pas aux choses que nous attendons, eh bien on le rejette et on n'en tient pas compte. Donc on peut dire tout simplement qu'ils ont eu une mission très très difficile, cette mission d'équilibre entre le parti au pouvoir et le parti de l'opposition. Ce n'est pas facile alors. Ils n'ont pas une mission d'équilibre, ils ont une mission de défendre leurs intérêts, les intérêts de leur pays. Point barre. Le téléphone. Allô? Bonjour. Allô. Oui. Bonjour. Oui. Jévagos. Oui, Jévagos, vous êtes à l'antenne. Comment vous allez? Ah, très bien. Et votre dimanche à Souzamé? Ah, comme d'habitude. Hein. Ok, on vous écoute. Parce que bon, chaque soir, bon, on prend quelque chose à la plage. Bon, la plage est fermée. Ah, la plage est fermée. Voilà. Mais c'est pour la bonne cause, n'est-ce pas? Non, pas de bonne cause, parce qu'à côté, vers Hankopé là-bas, il y a des bars qui sont là-bas. Bon, les gens sont en fête. Nous, on nous a privés. Voilà. Ok, c'est noté. C'est noté. Allez-y maintenant pour votre question. Ok, bon, notre invité avait dit que bon, il y a ce sérieux problème dans le pays, dans tous les secteurs. Voilà, moi je voudrais savoir aussi, bon, il y a de sérieux problèmes au niveau de l'opposition. Et chaque fois, je vois qu'il demande au peuple de réclamer son droit, de prendre son destin en main. Moi je voudrais savoir à quand la fin des problèmes au niveau de l'opposition. À quand la fin? Parce qu'ils bon, ils sont devant, ils ont des expériences. Bon, chaque fois, le pouvoir joue le même système. L'opposition est dans son système je ne sais pas, hein, bon, à quand la fin des problèmes au niveau de l'opposition? Merci beaucoup, Jévagos. Je vous souhaite un bon après-midi du côté de la commune Golfe 1. À quand la fin des problèmes dans l'opposition? Les problèmes au sein d'une société, c'est humain, il y a toujours des difficultés. Mais je dois dire à M. Jean-Marie que je n'ai, en tant qu'acteur politique, absolument aucun différent avec un autre acteur politique de l'opposition. Absolument aucun. Et je suis en de bons termes avec absolument tout le monde. Et je pense que nous ne devons pas justement nous laisser entraîner dans des querelles de chapelle, et c'est ce que j'ai toujours dit, et pour que nous puissions nous mettre ensemble sur l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui nous concerne, c'est ce que nous voulons ensemble. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. Et les éléments qui nous divisent, laissons-les de côté. Moi, je suis dans une démarche de rassemblement, je suis dans une démarche d'agrégation des forces, et donc je ne rentre pas dans des querelles qui n'ont pour moi absolument aucune espèce d'importance. La question qu'il pose est une question essentielle. C'est vrai que si vous, personnellement, vous n'avez pas de problème avec vos pairs, vous êtes conscient quand même qu'il y a des problèmes. Mais il faut dépasser ces choses-là. Et il faut comprendre aussi que l'opposition aujourd'hui n'est pas monolithique, l'opposition est plurielle. Et donc, il y a différentes lectures. Et focalisez les énergies sur ce que vous estimez être positif et puis ne perdez pas votre temps sur ce que vous considérez comme des futilités. C'est noté. Après Jévagos, le quatrième auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Oui. C'est Pelé qui revient. Oui, Pelé, allez-y. Oui, je voulais dire qu'en 2017, c'est ici à Kadam qui a décrété, qui a déclenché ce qui s'est passé pour aller à la C14. Aujourd'hui, nous avons la DMK. Maintenant, est-ce qu'il faut dissoudre bien, il faut dissoudre la DMK pour créer une autre structure pour faire front au régime RPT, ou bien il faut aller, ou bien je ne sais pas, Pelé. il faut aller joindre. Pelé, Mais quelle est la structure? s'il vous plaît, Pelé, vous avez écouté l'émission depuis le début? Non, je n'ai pas suivi, mais
Ça, c'est très important. S'il avait dit, il faut qu'il répète ça, je vais dire. Non, mais en fait, il avait préconisé qu'il faudrait que les partis se mettent carrément derrière. Donc, si c'est comme ça, je ne pense pas que... Oui, c'est clair. En réalité, il est là. Il va repréciser les nouvelles propositions qu'il a annoncées. Et il y a une chose que j'ai toujours dite, c'est que l'existence des partis politiques au Togo est un acquis de la lutte. Donc, il n'est même pas envisageable de dire qu'il faut dissoudre les partis politiques. Ce n'est pas ça les propos. En revanche, ce que je défends, c'est que ne mettons plus en avant les structures politiques ou les organisations que nous avons mises en place aujourd'hui pour mener cette lutte. Laissons les citoyens s'organiser et mener la lutte en tant que citoyens et non en tant que représentants d'un parti politique ou représentants d'une société civile, d'une organisation de la société civile. Voilà ce que je suis en train de préconiser. Nous sommes avec Nathaniel Olympio du Parti des Togolais. Après le nouveau passage de Pelé, nous allons essayer d'avoir notre auditeur. J'espère que ce n'est pas Jérôme ou Gévagos qui vont revenir pour une deuxième fois. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot. Papa Sandiné de Amotivé. Oui, je suis motivé. Oh. Bon, tout d'abord, je remercie monsieur l'invité pour ses idées. Bon, ce que le temps des groupes de 5, l'ambassade des États-Unis a demandé au pouvoir le recomptage des voix bureau par bureau. Ça, c'est un. Secondo, ils ont invité, ou bien le groupe de 5 a invité le DMK et on les a arrêtés en chemin. Ils n'ont rien dit jusqu'à présent. Il faut avoir confiance à ce groupe de 5 que ce soit toi qui viendront sauver. Merci. Merci, c'est noté, Papa Sandiné. Notre invité va vous répondre. Personne ne viendra sauver les Togolais. Les Togolais doivent travailler pour eux-mêmes. C'est aussi simple que ça. Que ce soit la communauté internationale, que ce soit la CEDEAO, que ce soit quelques organisations que ce soit, nous devons nous-mêmes faire l'essentiel et bien entendu, ne vivons pas en autarcie. On tient compte de ce qu'il y a à l'extérieur du Togo, mais le travail doit être fait par les Togolais. C'est pour ça que je demande que les citoyens togolais le fassent. Il y a plusieurs questions qui sont laissées par les auditeurs et qui nous regardent ou qui nous écoutent. Il y a par exemple cette question de Thomson Gaï. En réalité, il faudrait de temps en temps lui passer ce type de questions. Il dit il assume l'intérim ou il est le président. Je l'ai bien dit, il est le président puisque l'intérim c'était à un moment donné. Mais c'est bien quand même de le préciser. C'est la question de Thomson Gaï à propos de votre parti. Bon. Je pense que le parti a l'étape suivante que le parti doit faire, c'est d'organiser un congrès. On en avait déjà fait. Nous devons organiser encore un congrès prochainement pour aller de l'avant et définir d'autres orientations. Il y a une deuxième question de Thomson. Pensez-vous que la conférence qu'organise la DMK à Bruxelles aura d'impact sur le régime en place? Je pense que toutes les actions que l'on peut mener pour porter ce qui se passe au Togo est toujours utile et la diaspora togolaise a toujours été très active, particulièrement depuis 2017. Elle a été très active et elle continue de l'être. Aujourd'hui, la DMK organise encore des actions pour porter ce message dans l'extérieur. C'est toujours une bonne chose de faire savoir ce qui se passe à l'intérieur de notre pays. Il y a cette question qui est celle de Komi Adotou qui m'a adressé cette question. Dit pourquoi est-ce que vous n'invitez pas les ambassadeurs? Je voudrais bien les inviter. Pourquoi est-ce que vous n'invitez pas les ambassadeurs? Je ne sais pas. Oui, c'est une demande que nous allons étudier tout simplement. Bon, et pourquoi pas. Donc voilà la réponse, cher ami Komi Adotou. Le téléphone, allô? Allô? Oui, je crois qu'il y avait un ami qui patientait au téléphone. Est-ce qu'on peut le récupérer? Romaric? Non, on ne l'a pas. Cet ami, on ne l'a pas. Je crois qu'il est parti. Donc, nous allons continuer avec d'autres questions qui sont également laissées par un autre. Allô? Allô, c'est un rebonjour là. Oui.
Oui, je disais tantôt, si Javagos n'emboîte-t-il pas appeler. Donc, c'est ce que vous faites finalement. Ok. Bon, personne ne viendra pas. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Non, l'invité a dit personne ne viendra pas faire la lutte à la place des Togolais. Mais chaque fois, quand le peuple se soulève, bon, ce sont les opposants qui s'en vont négocier ce que le peuple n'accepte pas. Et chaque fois, nous retournons sur le même, à la même situation. Mais chaque fois, le peuple donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. Mais je vois que l'opposition, bon, c'est eux qui s'en vont signer les accords, bien les traités avec les dirigeants du pays, bon, et ça crée toujours des problèmes. Et je vois que à chaque passage sur les médias, ils donnent toujours des semblants de réponse, ce qui ne me satisfait jamais. Parce que veut dire que personne ne doit pas faire la place du peuple. Mais c'est eux qui sont devant, bon, quand le peuple se soulève, c'est eux qu'on les appelle, ils s'en vont signer. Ok, c'est noté. Il va réagir également, il va préciser sa pensée. Bah, quand je disais que personne ne viendra de l'extérieur faire le travail à notre place, je le répète et je le réaffirme parce que ce sont les Togolais qui doivent le faire. Maintenant, oui, c'est vrai que le leadership de l'opposition n'a pas toujours été en harmonie avec ce que le peuple attend. Et ça a été particulièrement le cas en 2017-2018 avec la C14. Et tout cela, ça fait partie de l'expérience dont je parlais tout à l'heure. C'est de ça qu'il faut se servir pour que la fois prochaine, les choses se passent différemment. Allô? Allô, bonjour Pierrot. Bonjour. C'est M. Kolani depuis Agoué. Quand vous allez à Agoué, M. Kolani? Oui, c'est Kolani. Quand vous allez? Je me porte très bien. Ok, allez-y. Et je salue Albert Olivier. Non, c'est Nathaniel. Nathaniel Olivier, excusez-moi. Et je le félicite sur la question où vous l'avez posée, de savoir si voici les réseaux sociaux, s'il faut ne nous divise pas plus, ou bien qu'on est critiqué. C'est sur les réseaux sociaux, ça va être là-bas. Ceux qui ont le courage, n'ont qu'à venir sur vos antennes, faire un débat. Beaucoup n'ont pas divisé les Togolais. Ils unissent plus la population togolaise, mais peut-être les leaders, ou bien les chefs de parti politique, c'est eux qui sont divisés pour leurs intérêts personnels. Ça, il faut qu'on le dise. Ceux qui veulent le peuple togolais, ils ont constaté le 22 février 2020. Ils ont constaté ce que c'est. Mettons le peuple au centre. Pour finir, Nathaniel Olivier, s'il vous plaît. C'est le pouvoir en place qui a prêté flanc et qui a permis que notre frère Nakon a mis en prison et Dimoré. C'est le pouvoir qui a prêté flanc. Maintenant, vous, les opposants, pour ne pas dire vous qui avez vous êtes des chefs de partis de politique, vous n'allez pas vous unir parce qu'il ne suffit pas d'écrire des lettres. Vous répétez la même chose. Il a dit, pour qu'on nous prenne tous là, pour nous mettre en prison. Parce que le pouvoir en place ne peut pas nous exprimer chaque fois. Eux, ils ont le droit sur nous, mais nous, on n'a pas le droit de nous exprimer. Pourtant, s'ils gouvernaient mieux, je ne pense pas que Dimoré aura l'audace de se prononcer comme ça. Tout le monde devrait se reconstituer. Parce qu'il y a une mauvaise gouvernance, un comportement du gouvernement qu'il a eu la chance de dire ça. Donc, nous, là, il faut qu'on pose ça là. Parce que pour un vieux tout, on ne peut pas toujours enfermer les gens. Vous avez noté la proposition de Kolani? Vous la trouvez comment? Je crois que j'ai répondu à cela un peu dans notre émission où je disais que chaque personne, chaque acteur politique exprime son ressenti d'une certaine façon avec ses mots, avec sa perception des choses et nous n'avons pas tous la même perception des choses. Mais ce qui est important, c'est que nous adressons les mêmes problématiques, nous dénonçons les mêmes situations et nous nous battons pour les mêmes choses. Nous parlons de ces relations qu'entretiennent nos pays avec les pays occidentaux et ces dernières années, ces derniers mois, ces relations sont sur la sellette parce qu'il y a eu les événements du Mali avec les djihadistes qui marchaient sur Bamako. Il y a par exemple les événements de la République centrafricaine avec la guerre civile qu'on connaît. Il y a aussi l'histoire de la nouvelle monnaie et ECO. Ces relations entre notamment les Occidentaux et l'Afrique, ces relations ont toujours existé. Pourquoi est-ce que c'est actuellement que ça gêne autant dans les milieux africains? On sent qu'un certain nombre
d'activistes ne sont pas d'accord, un certain nombre d'acteurs politiques ne sont pas d'accord avec les relations que la France ou que les pays occidentaux ont toujours entretenues avec nos pays. Non, je ne dirais pas que c'est maintenant que les gens de plus en plus s'expriment là-dessus. Et peut-être que les moyens de communication d'aujourd'hui permettent qu'on soit beaucoup plus informé de ce qui se passe. Et cela peut donner effectivement cette impression qu'on en parle plus. Mais l'existence même des mouvements panafricanistes depuis les pères des indépendances montre bien que ce sujet n'est pas un sujet qui vient de naître. Je pense que les relations que nous entretenons avec les autres pays du monde doivent être des relations qui doivent évoluer. En tout état de cause, quand on observe ce qui se passe dans nos pays, on a l'impression que ce que les pays occidentaux ont défini après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, les démarches politiques, les stratégies politiques qui ont été mises en place après la guerre, eh bien, leur politique est restée figée dans ces dispositions politiques. Aujourd'hui, le monde a changé. Les jeunes Africains aspirent à autre chose. Et cette politique de ces années-là ne peut plus être de mise aujourd'hui. Et c'est ça que la jeunesse togolaise veut voir changer, évoluer. Et on parle de sentiments anti-français que le président Macron a évoqué. C'est l'expression qu'il a utilisée. Mais je pense qu'il se trompe lourdement parce que ce n'est pas une question de sentiment. Les jeunes Africains sont simplement en train de faire une lecture de leur vie quotidienne, de ce qu'ils observent, de la politique qui est menée au Togo, et ce qui s'est passé au Togo en 2005, la position que Paris avait prise en ce moment-là, ce qui s'est passé en Libye. Tout cela ne laisse pas la jeunesse africaine de côté de marbre. Les jeunes réagissent, les jeunes veulent autre chose. Et le franc CFA, aujourd'hui, c'est très intensément dans l'actualité. Et il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui a été mis en place après la guerre en 1945. Depuis 1945, et ça a changé de statut au fil du temps, mais fondamentalement, l'essence reste la même si récemment, dans justement ce changement de dénomination, encore une fois, puisqu'on était passé de colonie française d'Afrique à communauté financière africaine, et aujourd'hui on passe à ECO, donc il y a un changement lexical, c'est vrai, mais le fond, est-ce que ça a changé? Et c'est vrai que je disais donc qu'avec le passage à l'éco, on a enlevé cette présence des représentants français au sein de la Banque centrale, de la BCEAO. C'est vrai qu'on a également, je dirais, mis un terme au fait que les pays africains devraient faire un dépôt de 50% de leur avoir en devise au Trésor français. Tout cela, oui, ça a été fait, mais la jeunesse togolaise aujourd'hui, la jeunesse africaine aujourd'hui veut aller au-delà de ces aspects. La jeunesse africaine cherche à avoir aussi sa souveraineté monétaire et c'est légitime que les jeunes aspirent à cela. Et je pense que le modèle justement relationnel qui a été mis en place à ces époques-là, il est temps que ce modèle évolue. Mais il faut qu'il y ait une compréhension mutuelle des enjeux d'aujourd'hui et pour que nous puissions évoluer sans à-coup majeur. Mais je n'ai pas l'impression que la jeunesse togolaise est comprise aujourd'hui dans ses aspirations. Et c'est pour cela que nous voyons des soubresauts qui sont en train de se produire. On parlait de la jeunesse togolaise, mais au-delà, c'est la jeunesse africaine, beaucoup plus, parce que dans certains pays, on a vu carrément des manifestations anti-français. Mais il y a, sur votre développement, je ne vais pas encore parler d'une certaine curiosité par rapport à un prochain sommet qui va avoir lieu à Paris, pour évoquer les économies africaines après la Covid-19. Et comment comprendre que ce type de rencontre n'ait pas lieu sur le continent africain et que ça se tienne une nouvelle fois à Paris, que vous dénoncez dans les milieux politiques? C'est un peu comme si, entre les décisions des gouvernements et ce que pensent les peuples, il y a une différence. La première question qu'il faut se poser est la nature a toujours horreur du vide. Pourquoi les pays africains, pourquoi l'Union africaine n'a-t-elle pas organisé un sommet comme ça? C'est la responsabilité de l'Union africaine d'organiser un sommet de relance de l'économie après la pandémie.
Mais l'Union africaine ne le fait pas. Ben, la France, qui a intérêt justement à apprendre à mettre ces choses-là, ben, elle l'organise. Ce n'est pas ce qu'il nous faut. Il faut que nous, pays africains, se prennent en charge. Si on ne le fait pas, d'autres ben, ils vont s'emparer de ce que nous ne faisons pas. Et c'est ce à quoi nous assistons. Dans ce cas, et ces sommets, que ce soit France-Afrique, que ce soit Japon-Afrique ou Inde-Afrique, Russie-Afrique, ça se multiplie partout. Tout le monde veut être avec l'Afrique. Il n'y a que les Africains qui ne veulent pas être avec les Africains. Donc, je pense que nous devons, nous, responsables africains, et c'est pour ça que je dis toujours que nous devons faire évoluer les choses dans chacun de nos pays, pour qu'au niveau continental, les choses puissent évoluer. Si nous avons encore beaucoup de dictatures sur le continent, mais les organisations continentales ne pourront absolument rien faire. Et c'est pour ça que nous observons cette situation d'inaction à ce niveau-là. Regardez ce qui vient de se passer au Tchad avec l'Union africaine. L'Union africaine n'a même pas osé respecter ses propres textes, ne fût-ce que pour condamner le coup d'État qui a eu au Tchad. Ils ont décidé d'accompagner ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Union africaine vient de nous dire que les constitutions n'ont pas d'intérêt devant d'autres considérations, telles que la sécurité, puisque c'est ce qui est mis en avant aujourd'hui. Nous avons un réel problème de conception et de pratique de nos États. C'est noté, il y a cette question de Chris le Sauveur. Chris le Sauveur. Chris, en attendant d'avoir ou de vous proposer sa question, on me fait signe qu'il y a un auditeur qui patiente. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? Comment vous allez? Oui, je vais bien. C'est Rodrigue? C'est Rodrigue. Oui, Rodrigue, votre question. Oui, je vais bien. Je salue notre invité. Également, je vous salue également. Bon dimanche. Oui, s'il vous plaît, je voudrais demander d'abord intervenir sur deux sujets. D'abord sur l'arrestation de M. Timoré. C'est vrai. Moi, je n'ai pas eu à suivre ce qui s'est passé, l'interview qu'il a eu à faire au niveau d'une chaîne américaine, comme on l'a dit. Mais j'ai eu à suivre aussi certaines personnes. Lorsqu'on dit, je prends juste un seul paragraphe, qu'on dit ce qui s'est passé au Togo et ressemble à ce qui s'est passé depuis 2005, ressemble à ce qui 1964, ressemble à ce qui s'est passé au Rwanda. Plus de 800 000 morts, je dis, il faut avoir des questions à se poser. Là, nous sommes dans une république. Et là, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord non plus qu'on l'envoie en prison. Parce que je dis non. Je dis non. Et sur ce point, je voudrais interpeller que ce soit le procureur de la République, le chef de l'État, s'il vous plaît, essaie de voir dedans. Je vais demander on l'a envoyé en prison. Bon, écoutez, ils vont essayer de discuter. Secondo, je voudrais juste intervenir au niveau de ces leaders politiques. Monsieur Alberto, s'il vous plaît. C'est dans ce pays, vous nous avez promis ciel et terre. On va aller, on va revenir, on va aller, on va revenir. Le Togolais n'a plus qu'à avoir son fait quotidien. Mon frère, s'il vous plaît, n'essayez pas de nous envoyer en haut et en bas. Vous êtes en haut, mais vous ne savez pas ce qui se passe en bas. Vous savez très bien ce que je veux dire. S'il vous plaît, on en a marre. Ok, on a compris. Cher ami Rodrigue, on a compris, je ne sais pas, l'ombre de votre petit frère plane sur votre parti, sur le parti des Togolais, puisque celui qui est en face de nous, c'est Nathaniel Olympio. Alberto Olympio, lui, il vit quelque part dans le monde, je ne sais pas où il vit. Il vit où maintenant, Alberto? À Dakar. Alberto est quelque part à Dakar, donc dans Gadef, comme on le dit en langue locale là-bas au Sénégal. Est-ce que vous avez une réaction à faire à la suite de l'intervention de Rodrigue? Je n'ai pas beaucoup compris, sauf que il n'est pas d'accord que M. Dumont-Auré soit en prison. Il n'est pas d'accord sur le contenu de son message. Oui, c'est ce qu'il a dit. Bon, moi, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai déjà dit sur le sujet. Hein. Bien, merci. À la question de Chris le Sauveur, plusieurs questions, plusieurs interventions de Chris le Sauveur. Et d'abord,
Et comment le peuple peut-il se mobiliser sans un mot d'ordre? Je l'ai déjà dit, il faut que nous puissions proposer aux Togolais un projet qui va fédérer les Togolais. Les Togolais ont toujours été présents lorsque des opportunités d'expression de leur colère s'est présentée. Toujours. Eh bien, l'étape suivante doit également être celle qui permet d'offrir une opportunité. Le téléphone encore. Après Rodrigue. Allô? Et allô? Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à l'antenne, votre nom? D'accord, je m'appelle Malam. Malam. Oui. Malam, allez-y. Bon, la question, je remercie d'avoir l'invité. Ce que j'ai constaté depuis les années 90, c'est que tous les pays de l'Afrique, que ce soit de l'Ouest, l'Afrique, la Centrafrique, on a eu des conférences nationales, il y a eu au moins l'alternance, au moins une fois l'alternance. Sauf le Togo. Je pense que tu veux demander à M. Natal, il va quitter le pouvoir. En plus, il dit dans le dialogue que le pouvoir n'a pas respecté. Ce que je veux demander, c'est qu'il rappelle de cette phrase, de qui les accords n'ont pas pris les signataires. Fin de citation. En plus. Oui, allô? Oui. Oui, en fait, je ne sais pas si notre invité, il a compris ce que vous venez de citer. Je vais dire que si ces pays ont regardé les conférences nationales, il y a au moins pas l'alternance dans ces pays, sauf le Togo. Je constate que dans ces pays, la conférence nationale a été organisée de façon consensuelle. Ok. Ok, on a compris. D'accord. Enfin, en réalité, notre ami ramène les difficultés du Togo à la conférence nationale. Et c'est vrai qu'il y a eu ce bout de phrase qui avait été prononcé durant cette conférence nationale. Les accords n'engagent que les signataires. Oui, il y avait eu ça. C'est vrai que le contexte de 90 est un contexte qui a été très survolté à cette époque-là. Et il faut rappeler que c'était l'exaspération de trop de pression sur le peuple pendant très longtemps et qui a eu une sorte de... le bouchon a sauté en ce moment-là. Et le régime togolais a été diamétralement dans un fonctionnement différent de ce qu'on a pu observer avec le président Kérékou au Bénin, par exemple. Donc, quand on veut réconcilier un peuple, la position du régime est toujours déterminante. Toujours. Parce que ce sont eux le tenant du pouvoir et la manière dont ils abordent les sujets de réconciliation sont toujours déterminants pour la suite. Et aujourd'hui, nous savons que le régime togolais n'a jamais voulu voir les choses évoluer. Et la preuve, nous sommes encore pratiquement à un point qui n'est pas très loin de ce qui était en 90. Il y a cette position d'Olivier Tiné-Abalo qui est une position qui est un peu contraire à celle qu'on a entendue durant cette émission concernant la sortie des ambassadeurs. Et il dit en gros que c'est la dynamique, c'est le positionnement ou c'est la dynamique qui a permis qu'on lui parle de cette façon-là. Et puisque vous savez, il y a eu cette histoire de lettres de félicitations authentiques ou pas. Et donc, tous ces positionnements ont à un moment donné amené les ambassadeurs à avoir ce type de réaction vis-à-vis de la dynamique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte ou pas? Je dis tout à l'heure qu'à partir du moment où les ambassadeurs ont rencontré la dynamique de la DNK et qu'ils se sont exprimés, il était inutile de faire un communiqué. Voilà. Nous parlions aussi des relations entre nos pays et les pays du Nord. Il va y avoir ce sommet à Paris ou en France mardi prochain, le chef de l'État du Togo et avec d'autres chefs d'État africains. Et ils seront une quinzaine à être en France. Il y a la question d'un auditeur fort qui sera là. Et que pensez-vous de ce déplacement de Fagne Gnassingbe en France? Ça ne peut pas être apprécié en dehors de l'objet du sommet et nous en avons parlé tout à l'heure. Donc,
j'estime que c'est un sommet que l'Union africaine avait la responsabilité d'organiser, mais on voit bien que à ce niveau-là, personne ne s'en occupe, et bien d'autres décident de réfléchir à notre place parce que, bon, voilà. Dans certains milieux, on parle de solidarité carrément venant de Paris, parce que, par exemple, quand on prend la situation qui était celle du Mali, à un moment donné, les djihadistes qui descendaient sur Bamako, il a fallu l'intervention de Paris pour faire cesser les hostilités. Et on peut dire la même chose un peu du côté de N'Djamena avec la présence de la rébellion, un peu aussi la même chose du côté de la Centrafrique. Et cette solidarité-là, est-ce qu'elle n'est pas réelle? Mais je pense que ce qui manque dans tout ça, c'est ce que la jeunesse africaine voit. C'est que nous ne voyons pas une véritable collaboration, nous ne voyons pas un véritable partenariat. Les pays occidentaux se mettent toujours ensemble pour aller en Afghanistan, pour aller en Irak, etc. Et personne n'a l'impression que quelque chose est imposé à qui que ce soit. Mais les défaillances que nous avons nous-mêmes en Afrique, les tergiversations que nous avons, la manière dont nos dirigeants conduisent nos pays, tout cela crée un écosystème, un environnement qui fait que les jeunes Africains sont perdus dans ce qui se passe. Et quand on voit des coups d'État soutenus dans un pays, des coups d'État dénoncés dans d'autres pays, quand on voit ce qui se passe en Libye, ce qui s'est passé en Libye et qui continue de se passer aujourd'hui, comment voulez-vous que la jeunesse africaine ne pose pas de questions? Comment voulez-vous que la jeunesse africaine ait l'impression que, eh bien, on vient vers elle en solidarité? Mais non. Parce que, au final, dans leur quotidien, ce n'est pas ce qui ressort. Quand on voit comment les jeunes Africains meurent dans la traversée de la Méditerranée, ce qu'ils subissent en Libye, mais à l'époque, tout cela n'existait pas en Libye au temps du colonel Kadhafi. On ne voit ça que depuis que le régime le pays est dans cet état-là. Donc, ce sont des conséquences des actes qui ont été posés, des décisions qui ont été prises, et aujourd'hui, c'est la jeunesse africaine qui en pâtit. Donc, vous comprenez que c'est dans le cadre de tout cet ensemble-là que la jeunesse africaine exprime aujourd'hui ce qu'elle pense. Il y a cette question de Hope depuis Golfe 1 à Baie, à Pédomé. Il parle du parti politique uni au pouvoir et qui dispose de cellules, des organes, des appareils. Il parle de parti uni comme un système, alors que l'opposition serait délabrée et que certains partis ne se résumeraient qu'à leur président. Est-ce que dans cette situation-là, on peut penser à une alternance dans notre pays? En tant que citoyen, je l'invite à contribuer, je l'invite aussi à amener sa réflexion, je l'invite à participer, à remettre un peu la machine en marche pour qu'on puisse arriver à ce que nous voulons. Et le constat, nous le faisons tous, tout le monde a fait le constat que l'état dans lequel nous avons conduit la lutte jusqu'aujourd'hui n'a pas donné les résultats. Et il faut en tirer les enseignements, il faut s'appuyer sur cette expérience-là pour bâtir une autre approche, et c'est ce que moi je défends. Cette semaine, parlant toujours du parti politique uni au pouvoir au Togo, ce parti a échangé avec les représentants du parti communiste chinois. C'est une rencontre qui a eu lieu et on sait, la Chine dirigée par le PCC depuis plusieurs années. Qu'est-ce que, par exemple, ce type de rencontre vous inspire? Moi, je ne sais pas ce que le parti au pouvoir va chercher. Il faut les inviter pour leur poser la question. Mais la relation entre partis de différents pays, ce sont des choses qui existent. Donc, ce n'est pas surprenant. Donc, cela peut supposer qu'on peut retrouver demain, par exemple, dans une relation, le parti des Togolais avec le PCC chinois. On sait, le parti communiste chinois, on sait la pratique politique dans ce pays. En tout cas, aujourd'hui, notre vision du monde n'est pas une vision communiste. Donc, nous ne sommes pas dans une dynamique de partager une telle idéologie, voyez-vous. Mais bon, ceux qui mènent cette démarche-là, je ne sais pas si le parti au pouvoir est un parti à orientation communiste. C'est pas ce que je vois dans
ce qu'on nous présente tous les jours, mais en tout cas, bon, faut leur poser la question. Quand on parle de la Chine, c'est vrai que beaucoup parlent de dictature, mais c'est aussi un grand pays qui se développe. Cette semaine, ils ont réussi, par exemple, à envoyer sur Mars de nouveaux objets pour l'exploration spatiale. Peut-être que c'est des données ou des points que le parti au pouvoir au Togo va pouvoir tirer vers notre pays. On ne sait jamais. Ouais, ben, faut qu'il commence déjà par nous donner l'essentiel de vie de tous les jours, de nous soigner, de nous donner des écoles correctes avant de chercher à aller dans l'espace. Nous allons parler de la Covid pour quelques instants, puisque demain, à partir de demain, donc, les Togolais qui ont pris la première dose vont commencer par avoir la deuxième à partir de demain. Sur la gestion globale de la Covid dans notre pays, quel est votre regard? C'est vrai que c'est une question que nous vous avions posée en janvier, depuis janvier à maintenant, et beaucoup donc le sur le pont, comme on le dit. Quel est votre regard sur ce qui se passe depuis janvier jusqu'à maintenant? Il faut déjà noter que, comme beaucoup de pays d'Afrique, le Togo a été relativement épargné par cette pandémie pour différentes raisons. Et aujourd'hui, c'est vrai également que l'impact économique de cette pandémie est réel sur la population, sur l'activité économique, sur le quotidien des gens. Et j'estime que justement ces problèmes ne sont pas encore suffisamment adressés pour que des solutions soient trouvées. Je connais beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME et même de grandes entreprises qui tirent la langue parce que leur activité a pris un sérieux coup. Et je ne parle pas de ceux qui vivent au quotidien. Et donc tout cela, justement, c'est cette lacune que nous étions en train d'évoquer tout à l'heure au niveau du continent. Et ben, nous remarquons, nous observons aussi cette lacune au niveau du Togo. Et donc, je pense que les lendemains risquent d'être difficiles encore si les mesures idoines ne sont pas prises. Aussi un mot des drames que notre pays vit depuis quelque temps. Et il se raconte plein de choses. Hier, par exemple, il y a eu cette dame qui est tuée à Baguida par son mari parce qu'il y a eu au cœur de la bagarre une affaire de jalousie. Et la semaine passée, il y a eu également cette histoire de cette dame qui a versé de l'huile toute chaude sur son mari. Et comment comprenez-vous tout ça? C'est lié à la crise dans laquelle le monde actuellement, particulièrement le Togo? Ce sont des faits divers qui malheureusement se produisent de temps en temps dans une communauté nationale. C'est triste que l'on vive ces drames, mais ce sont des choses qui arrivent. Pour la jalousie, quand même, je crois qu'il faudrait que dans le couple, on puisse apprendre à se retenir. C'est une grande question que vous soulevez. Vous allez faire toute une émission là-dessus. Je pense que l'état psychologique des gens et ce qui peut pousser des gens à poser des actes extrêmes, ce sont des choses extrêmement compliquées. Et bien sûr, d'ailleurs, on le déplorait aussi dans une émission ici où le manque de praticiens, de psychologues pour accompagner des gens qui sont beaucoup en détresse. Et cette crise-là elle-même, la pandémie dont nous parlons, et ça aussi, c'est très anxiogène. Il y a des gens qui sont dans des situations psychologiques très affectées, mais qui sont laissés à eux-mêmes parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. La crise politique crée des situations psychologiques très fragiles. Tout ça, eh bien, ça peut conduire malheureusement à des drames que nous déplorons avec beaucoup de tristesse. L'émission, elle va s'achever. Quand on parle de drame, actuellement dans le monde, il se joue quelque chose d'assez important. Une nouvelle fois, entre Israéliens et Palestiniens. Juste un mot sur cette crise qui n'en finit pas. Oui, je dirais simplement que tous les peuples du monde ont besoin de sécurité. Et je dirais également que tous les peuples du monde ont besoin d'une terre où ils vivent en paix. Et nous devons le monde doit être en mesure de conjuguer ces deux nécessités. Et malheureusement, à ce jour, ce n'est pas encore le cas. Et ça produit beaucoup de douleurs, et ça produit beaucoup de drames, et ce sont des choses que l'on peut en principe éviter. Merci Nathaniel Olympio. Je rappelle que vous êtes le président du Parti des Togolais. Cette émission s'achève. Nos prières
pour la paix en Israël et en Palestine. L'émission sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Romaric Freitas, merci d'être resté là à la technique. Dimanche prochain, ce sera Pentecôte et sans doute que nous serons en congé. Le Saint-Esprit va descendre et nous reviendrons le dimanche d'après. Je suis Pierrot Athiobé. Au revoir.